Idriss, c'est un plaisir de te retrouver sur Verisme TV. Ah, tout le plaisir est pour moi. Tu sais que j'adore ta chaîne. Tu nous as accompagnés dans tout Super France et ça a été marquant pour nous. On n'aurait pas pu faire ce tour sans toi et tu le sais. Désolé d'être dans un hôtel comme à l'accoutumée en déplacement professionnel, mais l'esprit est là. Ouais, c'est super. Super. Et puis nous, on suit tes actualités. On a vu que tu étais à Molenbeek, on a vu Molengeek. C'est Ouais, génial. Molenbeek, c'est stylé, hein? Ah ouais. Ouais. Là, c'est très inspirant. Et j'aimerais justement qu'on parle un petit peu des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle aujourd'hui, euh, dans un second temps. Mais oui, alors déjà, première question, comment ça va depuis Super France? Bah, ça va bien, ça va bien. J'ai eu énormément de travail, ça c'est clair. Comme tu le sais, je revendique la solution au problème de Syracuse et vais bientôt publier la version finale, même si j'insiste depuis ma dernière vidéo. Sur le sujet, il y a de quoi largement, pour tout mathématicien honnête, mais c'est ça le problème, finir la preuve lui-même. Il y a tous les éléments, mais je vais bien entendu faire une publication qui fera date. Ensuite, eh bien oui, j'ai fait tout un tas de conférences où j'ai pris position. Tu sais que moi, j'ai la réputation d'être un franc-tireur et un type qui ne se laisse absolument pas abuser par la bullshit, qu'elle soit académique ou gouvernementale. Et donc, j'ai pris des positions très, très marquées. Là, je suis en déplacement aujourd'hui à Rome. Le masque est obligatoire partout, hein. Donc, il était important de poser les choses et à Genève de faire cette allocution qui a fait très grand bruit et qui m'a effectivement valu tout un tas d'amis comme tout un tas d'ennemis. Mais voilà, j'ai toujours voulu être fidèle à moi-même et ne jamais me renier. Je connais tout un tas de gens qui ont complètement renié leur identité pour faire carrière. Et malheureusement, dans le monde universitaire, c'est nécessaire. On est obligé de se castrer de son identité pour faire carrière. Mais moi, jamais. Et c'est pas aujourd'hui que je vais commencer. Hmm. J'aimerais qu'on passe un petit peu de temps justement sur ce sujet-là, Mm. parce que évidemment ça fait sens et ça rejoint notre ami Nicolas Taleb, Mm. où il nous parle tout le temps de jouer sa peau, même voir jouer son âme, Mm. s'engager. Ça rejoint aussi les stoïciens dont il parle aussi. Et c'est vraiment ce triptyque de vidéos là, où allocution devant les Nations Unies, il faut tuer Idrissa Berkane, et troisième vidéo sur l'engagement vis-à-vis du peuple Peul, qui pour Mm. moi sont espèce de, je sais pas, c'est fondatrice. Ces vidéos sont fondatrices et très représentatives de ton engagement et de ce que j'aime le plus chez toi, c'est-à-dire euh, j'œuvre pour quelque chose qui me dépasse. Et comme c'est sacré pour moi, je serais prêt à mourir pour ça. Mhm. C'est très, très inspirant. Donc, je te remercie d'être aussi inspirant pour les nouvelles générations parce que tu es quand même quelqu'un qui a un peu plus de 30 ans seulement. Et je pense que les jeunes ont du mal, sans doute, à trouver une correspondance dans une personne de 60 ans, dans certains grands monsieur. Et que là, t'avoir, toi, pour la jeunesse française en tout cas, mais pas seulement, c'est extrêmement fort. Donc, pour ceux qui l'ont pas vu, donc après cette vidéo, allez voir sur la chaîne d'Idriss, mais pour ceux qui l'ont pas vu, l'allocution des Nations Unies, qu'est-ce que ça disait dans les grandes lignes, euh, et après le découlement de tout ça, des deux autres vidéos, est-ce que tu peux nous refaire cette trame-là? L'allocution donc donnée devant les Nations Unies à Genève, il y avait plus de 3000 personnes et elle était pour le retour aux libertés publiques tout simplement. Et son message fondamental, c'était le pouvoir, c'est nous. Parce que, comme l'a rappelé le fils de Robert Kennedy, à chaque fois qu'on crée une institution dotée de pouvoir, tôt ou tard, elle va en abuser. C'est vraiment pas, c'est comme en cybersécurité. La question n'est pas est-ce que vous allez vous faire hacker. La question c'est quand. Donc, quand on crée une institution porteuse de pouvoir, la question c'est pas est-ce qu'elle va en abuser. La question c'est quand et qu'est-ce qu'on fera quand elle en abusera. Comment on s'organisera pour faire en sorte que cette institution n'abuse pas de son pouvoir. J'ai voulu vacciner le peuple suisse contre les abus de pouvoir de ses propres ministères publics. Parce que en Suisse, mais comme ailleurs, à chaque fois qu'on voudra restreindre nos libertés, c'est le judiciaire qui va s'y coller. C'est connu. Hmm. C'est le judiciaire qui va s'y coller pour faire en sorte que les contestataires deviennent des prisonniers de droit commun. Et dans le cas suisse, en ce moment, on a une vraie crise
de certains pouvoirs, en particulier du pouvoir judiciaire, puisqu'on a carrément l'ancien procureur général, le plus haut magistrat du pays, Monsieur Laubert, qui est inculpé pour corruption, pour abus d'autorité, donc abus de pouvoir, c'est la qualification pénale de l'abus de pouvoir en Suisse, et donc tout un tas d'autres chefs d'accusation liés, du type favoritisme ou autre. Et comme je l'ai rappelé dans cette allocution publique, qui était effectivement sous haute tension, la prochaine fois, il y en aura d'autres. Des procureurs corrompus en Suisse, il y en a d'autres. Pas qu'en Suisse, évidemment. On a eu l'affaire en France d'un juge qui avait, ça m'écoeure rien que de le dire. On a un juge à Dijon qui proposait la virginité de sa fille sur un site. Tranquillement, il proposait à des inconnus de venir abuser sexuellement de sa fille de 13 ans. Le type n'est pas en tôle. Il n'est pas en prison. Et pire que ça, c'est un juge. Ça veut dire que ce type a mis des gens en prison. Ce type a représenté l'autorité publique, l'autorité du peuple français, et il a mis des gens en prison. Normalement, on aurait dû immédiatement revisiter tous ces verdicts. Parce qu'un type pareil ne peut pas prononcer un verdict, qui vient quand même du mot vérité, dire la vérité. Une raclure pareille ne peut pas. Donc, on aurait dû revoir 10 ans de ces décisions judiciaires. On ne l'a pas fait. Donc, c'est pas qu'en Suisse ce problème, mais ce que j'ai dit au peuple suisse solennellement à Genève, c'est si vous avez votre procureur général qui est inculpé pour des faits très graves, qui vont impliquer le Qatar notamment, et bien sûr donc la FIFA, mais à votre avis, combien de cadavres dans le placard dorment encore dans des cantons périphériques, comme le Jura, comme le canton de Neuchâtel, comme d'autres cantons? Vous aurez des procureurs complètement en roue libre qui feront n'importe quoi et qui vont vous priver de vos libertés publiques parce que ce sont d'abominables carriéristes qui n'ont aucun honneur. Et on l'a vu pour Lauber, on le verra pour d'autres. Donc, effectivement, juste après cette allocution, j'ai pris connaissance du fait qu'un journaliste de la RTS, rien de moins, la RTS, qui est quand même donc la radio-télévision des banques, la radio-télévision du pouvoir suisse, c'est la radio-télévision publique suisse, elle dépend d'un ministère, elle dépend d'un conseiller fédéral, avait lancé une tentative d'assassinat médiatique contre moi, et ce n'était forcément que la partie émergée de l'iceberg, puisque d'autres tentatives allaient suivre et certainement moins, romantiques qu'une tentative d'assassinat médiatique. Et la raison en est que j'ai en ma possession des documents compromettants pour le pouvoir judiciaire suisse, et en particulier des preuves de faux dans les titres, c'est-à-dire des preuves de ce que, à certains moments, des représentants du pouvoir public suisse ont menti et ont signé des mensonges de façon publique, pour des raisons qui pourraient relever du favoritisme, pour des raisons qui pourraient relever de la corruption. Ce sont des enquêtes indépendantes qui pourront le déterminer. Mais donc, j'étais parfaitement conscient du fait que je dérangeais, d'abord médiatiquement, mais aussi maintenant du point de vue judiciaire. Et qu'on avait dépêché donc, un assassin médiatique connu en Suisse contre moi. Et cet assassinat médiatique, concrètement, ça va être de faire au maximum dévaloriser ton propos, c'est ça? Oui, c'est ce qu'on appelle de la character assassination. Donc, d'abord, c'est un peu vain parce que je suis la personne d'expression française qui résiste le mieux à la character assassination. D'autres ont essayé, ils se sont cassés les dents. Toutes leurs tentatives ne m'ont jamais empêché de sortir des livres qui se vendent par dizaines de milliers d'exemplaires, de faire 600 conférences dans le monde entier et de faire ce tour Super France. Donc, je leur souhaite bon courage pour tenter une character assassination, mais bon, ils vont tenter en tout cas. Et effectivement, c'est lié au fait que je représente maintenant un très vaste groupement de villages peuls de la vallée du fleuve Sénégal, qui recouvre donc le Mali, le Sénégal et la Mauritanie, et qui sont en possession de preuves de ce que la Confédération helvétique leur a nui frontalement. C'est ce qui est historique. Enfin, je veux dire, la Confédération helvétique, pas son peuple, évidemment, pas son peuple, mais son gouvernement, qui a bien montré
qu'il était sensible à la corruption à travers l'histoire jusqu'à récemment, eh bien, se veut neutre, normalement. Et donc, il est, dans ses délires les plus fous, pas envisagé de déclarer la guerre à un peuple menacé qui est un des tampons les plus importants contre le terrorisme dans la région. Il faut savoir qu'une ressortissante suisse a été tuée, et évidemment, nos pensées vont vers sa famille, vers ses proches. Une ressortissante suisse qui était missionnaire d'origine baloise a été tuée par des terroristes touaregs dans la zone précise de répartition du peuple peul que je représente. Et on a d'un côté les Suisses qui attaquent frontalement les ennemis de leurs ennemis. C'est-à-dire que c'est grâce à ces nobles et honnêtes villages peuls que nous avons dans la vallée du fleuve Sénégal que le terrorisme est contenu. Et donc, je n'arrive pas à m'expliquer comment le gouvernement de la Confédération helvétique peut d'un côté assister impuissant, parce qu'on ne peut pas dire les choses autrement, impuissant à l'assassinat d'un de ses ressortissants, assassinat cruel, brutal, immonde, et de l'autre, détruire les communautés qui sont les meilleurs tampons contre le terrorisme dans cette zone. Voilà, j'avais visité Molenbeek il n'y a pas longtemps à Bruxelles, donc à Molenbeek, en montrant que cette initiative est extraordinaire parce qu'elle donne de l'espoir, elle donne de l'emploi, elle forme des jeunes qui étaient très majoritairement ou de culture ou de religion musulmane au développement économique. Et si j'avais les Belges, il ne leur viendrait pas à l'idée de détruire ce Molenbeek. Absolument pas, ils ne sont pas fous. Enfin, je veux dire, des initiatives pacifiques qui peuvent faire barrière au terrorisme, il ne leur viendrait pas à l'idée de les entraver. Eh bien là, j'ai effectivement en ma possession des documents qui démontrent que l'autorité suisse a frontalement attaqué, nuit, mis en danger la vie d'enfants au Sahel. Et ça, c'est quelque chose qui est historiquement sans précédent. Sans précédent. Et qu'ils l'ont fait vraisemblablement par connivence avec un petit groupe d'escrocs. De la même façon qu'on le voit dans l'affaire Laubert, on a des groupes d'escrocs, des groupes de corrupteurs qui ont bénéficié du soutien et du favoritisme, non pas d'un procureur suisse, mais du plus haut procureur de toute la Confédération helvétique. Donc oui, lutter contre la corruption. Moi, j'ai lutté plutôt contre la corruption académique, c'est ma grande spécialité, comme Nassim Nicolas Taleb le fait aussi, à un niveau très supérieur au mien. Quand Taleb, il y va au bazooka. Moi, je suis en 7,62 contre la corruption académique, mais j'y vais quand même. Et là, maintenant, c'est de la corruption, n'ayons pas peur de le dire, judiciaire, hein, avec des conséquences en politique étrangère très graves. Et il faut vraiment se demander si le gouvernement suisse souhaite avoir d'autres cas immondes comme celui de cette ressortissante, Madame Stockley, qui a été lâchement assassinée au Sahel. Il faudra mettre ces gens devant leurs responsabilités. Alors nous, à notre échelle, là on s'adresse à Verisme TV, mais à tout YouTube et à toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo. Comment on peut soutenir cette action-là? Comment on peut t'aider, toi, mais aussi les causes que tu défends et notamment ton implication dans cette cause-là? Tu m'as parlé de co-signer peut-être quelque chose à envoyer au gouvernement suisse? Oui, donc on a pendant plusieurs semaines étudié, notamment sur le plan légal, les actions que ces milliers de membres du peuple peul pouvaient déployer pour faire valoir leurs droits et surtout, bien entendu, pour recouvrer l'argent que la Confédération suisse leur doit. C'est incroyable. On a le pays le plus riche du monde qui prend de l'argent au peuple le plus pauvre du monde. On vit à une époque extraordinaire. Donc, on a exploré un peu toutes les possibilités. Aujourd'hui, les femmes peuls de ces villages, donc, dont la répartition des familles et des partenaires recouvre la Mauritanie, le Mali et le Sénégal. Donc, ce ne sont pas les peuls plus au sud, ce ne sont pas ceux de Casamance ou ceux vraiment du delta du Niger, etc. Mais cet énorme représentant du peuple peul sur le plan démographique entend bien recouvrer l'argent
que le pays le plus riche du continent européen leur doit. Et pour ça, ils se sont constitués en un mouvement qui s'appelle le mouvement du 22 septembre, et dont l'acte officiel est le discours du 22 septembre, qui a été prononcé simultanément dans plusieurs villages peuls de la vallée et qui a ensuite été transmis à d'autres villages pour mémoire. La mémoire de ces gens est essentiellement orale, et donc pour mémoire, que acte soit pris dans toute la vallée du fleuve, que ce discours solennel a été pris le 22 septembre, et je l'ai donc diffusé sur ma chaîne. Il était porté par une femme peul bilingue. Ce discours a été prononcé en poulard et en français. Ce mouvement du 22 septembre est donc né, et c'est une entité organisée, et je le représente, j'en suis donc son représentant, et il va bien sûr se doter bientôt d'un site web, d'une représentation. C'est à ce moment-là qu'on pourra soutenir cette initiative très courageuse des femmes peuls, parce que il faut avoir un courage. Moi, tu m'avais dit de temps à autre que tu trouvais que j'avais, je cite ton expression, des balls, mais là, on est dans un autre monde. Là, on est dans un autre monde. Moi, je suis vraiment effrayé d'une coupure de papier à côté de ces femmes qui s'organisent pour demander réparation au gouvernement de la Confédération helvétique. J'insiste, elles n'ont rien contre le peuple helvète, bien entendu, dont on voit de plus en plus que son gouvernement, quand il y a des cas d'abus d'autorité, quand il y a des cas de corruption, on voit bien qu'on n'est plus représenté. Mais s'organiser comme ça, alors qu'elles sont déjà menacées par la faim, par le terrorisme, par la désertification, et en plus dernièrement par le coronavirus, pour ne rien arranger, là j'ai pris ma leçon de courage. Donc, Arthur dirait sans doute. C'est comme, tu sais, c'est comme le mouvement du Tché. Quand on a 82, alors sauf que ce n'est évidemment pas un mouvement communiste, mais quand on a 82 guérilleros à Cuba qui ont débarqué et qui ont par la suite attaqué une caserne à Cuba, ils ont créé un mouvement qui portait la date de l'attaque de cette caserne. Et ce mouvement a pris Cuba. Bien, ils se sont organisés en un mouvement, lui aussi centré sur une date qui est celle de leur discours historique par lequel elles témoignent devant Dieu et devant l'histoire de ce que le gouvernement de la Confédération helvétique les a attaqués. N'étant pas neutre. Alors évidemment, autour de ça, moi, il a fallu que je rappelle que c'est pas, hélas, la première fois qu'on ne pouvait pas de toute façon déclarer que le gouvernement de la Confédération helvétique était neutre. Le peuple helvète, oui, sans problème, mais le gouvernement, non. Nestlé, tout simplement. Quand on séquestre l'eau du Sahel, certains te diraient aussi quand on séquestre l'or des Juifs, sur les 100 tonnes d'or qui ont été séquestrées, hein, c'est le mot qu'il faut utiliser, parce que on a une élite, un pouvoir, un gouvernement qui a séquestré l'or des Juifs, qui a séquestré l'eau du Sahel, et même séquestré de l'eau française, hein, puisque dans le cas de Nestlé, ils ont séquestré de l'eau à Vittel. Heureusement, au bout d'un moment, la justice française a donné tort à Nestlé. Vous n'êtes pas dingue? Vous croyez vraiment que vous allez arriver sur notre territoire en France pour séquestrer notre eau? Vous avez cru ça où? Eh les gars, calmez-vous. On est la France. On est une puissance nucléaire. Vous croyez vraiment que vous allez venir séquestrer notre eau? Bon. Alors, ils se sont dit évidemment qu'en Afrique, ce serait plus simple, et les moments où Nestlé séquestre de l'eau africaine sont très fréquents. On le sait. Mais donc, après avoir séquestré l'or des Juifs, après avoir séquestré l'eau du Sahel, eh bien, on arrive à séquestrer les moyens de production d'un peuple menacé. Enfin, bon. Donc, évidemment, j'ai rappelé qu'il y avait des précédents. Il y avait des précédents à la corruption judiciaire, et on le voit avec l'affaire Laubert. Et il y avait des précédents avec donc la séquestration de l'or des Juifs, dont seulement 4% a été restitué. Il faut savoir que au bout d'un moment, les banques catastrophiques comme le Crédit Suisse ou comme autres, n'ont restitué que 4% des lingots d'or, dont certains lingots d'or venaient des dents en or. On en a été là. Hein. On a eu une séquestration de lingots qui était fondu à partir
des dents en or des victimes des camps de concentration. Cet or est dans les banques suisses encore aujourd'hui. Donc, voilà, il fallait rappeler que l'abus de pouvoir est un état naturel du pouvoir et que si le peuple, si les peuples ne se lèvent pas contre lui, il va proliférer. Il va proliférer et il sera légal, c'est ça qui est beau. Il sera légal. Rappelez-vous, tout ce que les nazis ont fait, c'était légal. Ils avaient le droit pour eux. Les pires saloperies des gouvernements, les pires massacres, les pires expérimentations biologiques, mais c'était légal. Ils avaient le droit pour elles. Donc, c'est ça que j'ai voulu rappeler. J'ai aussi rappelé, bien sûr, que le canton de Neuchâtel héberge avec une connivence sordide Philip Morris. Et les cigarettes qui sont vendues en Algérie, au Mali, en Mauritanie ou au Sénégal sont fabriquées sur les bords du lac de Neuchâtel, dans ce que j'ai appelé une mitrailleuse lourde. Parce que c'est une mitrailleuse lourde. En Chine, quand quelqu'un est exécuté, sa famille doit payer la balle. Sa famille reçoit la facture de la balle. Bah, c'est le cas. Une usine géante à cigarettes braquée vers l'Afrique, c'est une mitrailleuse lourde dont les gens payent les balles. Donc voilà le combat dans lequel effectivement je suis rentré et pour lequel j'irai jusqu'au bout. Tu as remarqué que dans ma vidéo, j'ai pris mes dispositions. J'ai dit que si quelque chose m'arrivait, je voulais que mon corps soit rapatrié parmi ces villages peuls de la vallée du fleuve. Et je suis citoyen d'honneur de 2 de ces villages et c'est ma volonté. C'est ma volonté. Donc je sais très bien jusqu'où ces gens sont prêts à aller et ça ne me fait pas peur. Merci pour cet engagement qui nous inspire tous et on va tous faire, j'espère, de notre mieux pour te soutenir. Une fois qu'il y aura ce site internet-là en place, déjà parlons de ce site internet. Tu m'as dit en off que peut-être tu avais besoin justement que des gens se proposent pour Oui, le réaliser. du community management, évidemment, les femmes peuls n'ont pas de community manager, elles n'ont pas. Enfin, c'est un peuple menacé, hein. Faut pas rigoler avec ça, quoi. Et ils sont en plein désert. Certaines tribus nomades, certaines tribus semi-nomades et certaines tribus sédentarisées au moins 10 mois de l'année. Et oui, ils n'ont qu'un moyen de faire entendre leur voix sur Internet. C'est pour ça que je leur ai prêté ma voix, d'ailleurs. C'est pour ça que je leur ai prêté la voix de ma chaîne YouTube. Mais maintenant, il faut qu'ils aient leur propre site et que ce mouvement du 22 septembre, qui est historiquement extraordinaire, Ouais, une première. d'une part, affirmer solennellement devant Dieu et devant l'histoire que le gouvernement de la Confédération helvétique n'est pas neutre, et d'autre part, qu'un peuple menacé décide de faire valoir ses droits et de demander recouvrement de créances, c'est une créance que la Suisse leur doit, publiquement, mais c'est David contre Goliath. Donc évidemment, ça n'a jamais été fait. Donc il faudra un site web sur lequel les revendications pourront être présentées, sur lequel les femmes pourront témoigner. Ça sera leur site web, évidemment, ça ne pourra en aucun cas être le mien, ça sera le leur. Moi, je ne suis que le haut représentant de ce mouvement le temps que les sommes soient recouvrées, et elles sont importantes, hein, on parle au-delà d'1 milliard de francs CFA, ça ferait donc autour de 1 500 000 € tout de même. Et bon, quand on a des milliers de personnes impliquées, des enfants dont la vie a été menacée, évidemment, c'est une somme dérisoire, mais bon, pour les peuls qui sont très frugaux, c'est déjà énorme. Donc voilà, ce site sera là, il fera bien sûr des appels au boycott, hein. Je crois qu'il faut commencer par bien situer les choses et boycotter Nestlé de la façon la plus fondamentale possible. Ça, c'est une des actions qui pourra être faite le temps que la Confédération helvétique, enfin le gouvernement de la Confédération helvétique s'acquitte de sa dette envers le peuple peul. Et puis, voilà, on postera les actualités et l'état, l'avancement de ces revendications. Une lettre officielle de demande de réparation va être envoyée, bien entendu. Donc voilà, ce site sera la plateforme fondamentale du mouvement du 22 septembre. Donc déjà, rappeler qu'un mouvement s'est constitué de milliers de peuls à travers la Mauritanie, le Sénégal, le Mali, et qu'il est porté, ce mouvement,
uniquement par des femmes qui représentent leurs enfants, avant toute chose, et leur avenir, et qui représentent bien sûr leur alphabétisation, les moyens qu'elles avaient déployés courageusement pour sortir de la pauvreté et survivre dans une zone ultra dangereuse. Hein. C'est quand même, on est dans la zone de répartition d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, à part ça. Hein. Donc, diffuser que ce mouvement du 22 septembre existe et que des milliers de Peuls représentés par des femmes Peuls ont fondé un mouvement qui demande réparation d'une dette brutale et hostile du gouvernement de la Confédération helvétique envers elle, rien que ça, diffuser ce message, c'est déjà faire son travail de résistance totale contre la corruption et contre la séquestration des biens des peuples menacés. Après avoir séquestré l'or des Juifs, après avoir séquestré l'eau du Sahel, le gouvernement séquestre des moyens de production d'un peuple menacé, c'est inacceptable et nous devons tous réagir. Super. Donc là, déjà, on a un moyen d'action qui est vraiment à la portée de tous. C'est d'en parler, de diffuser l'information, de se rebeller contre ça. Diffuser l'existence du mouvement du 22 septembre. Et donc, l'acte fondateur du mouvement du 22 septembre, c'est ce discours qui est répercuté sur ma chaîne, mais qui a été adopté solennellement par des femmes peuls en poulard et en français dans plusieurs villages de la vallée du fleuve. Et ce discours est sans appel, il est très clair, il manifeste un état d'hostilité entre le gouvernement de la Confédération helvétique et le peuple qui est le plus grand tampon contre le terrorisme dans la zone. Super, génial. Ben, de toute façon, les liens de tes vidéos, évidemment, sont dans la description de cette vidéo. Tu en as cité un autre, c'est boycotter, évidemment, Nestlé. Oui, à boycotter, ça c'est essentiel. On ne peut pas vivre, de toute façon, j'aurais dû appeler au boycott de Nestlé depuis très longtemps. Vraiment, vraiment, depuis très longtemps. Séquestrer l'or des Juifs, c'était une chose déjà immonde. C'est pas Nestlé, certes, mais c'était des partenaires d'affaires de Nestlé, ça c'est un fait. Mais séquestrer l'eau, bon sang. L'eau, c'est plus important que l'or. On peut vivre sans or, on peut pas vivre sans eau. Séquestrer l'eau, ça, c'est immonde. Bon, séquestrer l'or, c'était immonde aussi, je crois qu'on va pas se le cacher. Surtout des lingots fondus à partir de dents en or, bon sang. Mais séquestrer l'eau, et en plus, c'est saligo, pardonne-moi, hein, ils ont essayé en France. Hein. Tapez l'affaire Nestlé-Vitel, tapez ça dans Google, ils ont tranquillement essayé de séquestrer de l'eau française. Hein. Donc, à tous les Français qui m'écoutent, croyez pas que c'est juste un problème d'un peuple menacé que vous ne connaissez pas forcément. C'est un problème où si vous les laissez faire, 10 ans plus tard, si vous leur donnez ça, ils vont prendre jusqu'au bout. Et ben, si vous les laissez faire, ils vont prendre vos sources d'eau en France, de l'eau française. C'est l'abus de pouvoir dont tu parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est un gros. S'il n'y avait pas des gens qui s'étaient opposés, effectivement, ils y allaient. Donc, l'abus de pouvoir est naturel. S'il n'y a pas des peuples courageux qui s'y opposent, donc n'achetez pas du Nescafé. Hein. Nescafé, arrêtez avec ça. Hein. Nespresso, arrêtez avec ça. Mais non, il faut passer sur Coffee Pixel de toute façon. Donc, déjà, d'une part, mais si vous voulez même du café liquide, ne touchez pas à Nespresso, les gars. Et à chaque fois qu'on vous sert une de cette saloperie Nestlé Aquarelle, c'est de l'eau du robinet filtrée, hein, qu'on vous vend au prix du baril de pétrole. On vous beaucoup plus que ça. On vous le vend plus qu'au prix de l'essence, hein, une bouteille de Nestlé Aquarelle. Boycottez ça. Si un restaurant vous sert du Nestlé Aquarelle, vous le refusez. Parce que vous aurez donné votre argent à des gens qui séquestrent l'eau du Sahel. Et qui n'ont aucun problème à dire, le PDG de Nestlé a frontalement dit, oui, il y a des gens qui disent que l'eau, ça devrait être un droit. Bon, c'est une position extrémiste, ça, hein, chers amis. Vous savez, le marché de l'eau en bouteille, c'est un marché qui rapporte énormément. C'est un marché qui rapporte énormément. On fait des marges de dingue avec. Hein. Vous prenez une eau qui vaudrait même pas 1 euro des 10 mètres cubes et vous la vendez en bouteille à plus d'1 euro le litre. Vous comprenez bien que en passer de 1 euro les 10 mètres cubes à 1 euro le litre, c'est quand même rentable. Mais dans le cas de Nestlé, cette approche, si tu veux, dans le cas de l'eau en bouteille des marques françaises, c'est leur source. C'est leur source. Le peuple français est d'accord. Bon. C'est la source d'Évian. Il y a eu une licence remise par l'État d'exploitation de cette source. Le peuple a voté. Bon,
c'est une source. Evian ne va pas essayer de séquestrer les sources des autres. Ils ne sont pas partis dans ce délire-là. Nestlé, ils vont activement séquestrer l'eau des peuples menacés. Et le séquestre, c'est un truc que l'abus de pouvoir aime beaucoup, ça. Séquestrer l'or, séquestrer l'eau, séquestrer les moyens de production. C'est quelque chose que les procureurs corrompus, que les politiciens corrompus aiment beaucoup faire. Et effectivement, Nestlé, j'insiste, a le droit pour lui quand il séquestre l'eau des peuples menacés. Donc, nous devons agir contre cela. Super. Et boycotter Nestlé, c'est la base absolue. Après, on ira plus loin quand le site internet sera là, évidemment, mais déjà, toute la communauté, maintenant, vous êtes au clair et informés de tout ce qui se passe. Donc, actez, engagez-vous. Voilà, boycotter Nestlé, alors voilà une action simple, boycotter Nestlé au nom du mouvement du 22 septembre. Voilà une action simple. C'est une action, voilà, mouvement du 22 septembre. C'est comme le mouvement du Tché, sauf qu'on n'est pas du tout politique. Là, c'est simplement les droits de ce peuple peul qui doivent être reconnus. Ce mouvement du 22 septembre par lequel les femmes demandent réparation à la Confédération helvétique qui leur doit de l'argent, elle leur doit de l'argent, c'est constaté par huissier. La Confédération helvétique leur doit du pognon. Eh bien, ce mouvement du 22 septembre, en son nom, boycottait Nestlé. La résistance totale, c'est ça. Tu te rappelles, hein, dans mon interview Thinkerview, j'avais dit la résistance totale, et le plus marrant, c'est que c'est dans un manuel de guérilla suisse. Eh bien, donc, cette résistance totale, c'était repasser le pantalon de l'ennemi un peu plus longtemps, ça l'usera et vous aurez contribué à l'effort de guerre. Eh bien, l'effort de résistance totale de ces femmes peules pour leurs droits et pour l'argent que le gouvernement le plus riche de l'espace européen leur doit, eh bien, l'action concrète, boycotter Nestlé au nom du mouvement du 22 septembre. Et à chaque fois que vous refuserez une bouteille de Nestlé Aquarelle ou une capsule Nespresso ou un Nescafé, eh bien, vous direz pardon, c'est pas pour vous, c'est pas de votre faute. Vous m'avez offert, vous me proposez un Nescafé, je ne veux pas vous insulter, mais je boycotte Nestlé au nom du mouvement du 22 septembre. Super. Je pense que ce sera intéressant de mettre un hashtag et que vraiment ça devienne viral, tout ça. En tout cas, je vais faire passer ça dans les newsletters aussi. On va communiquer autour de ça. Super. Parfait. Génial. Je sais que ton engagement vis-à-vis des femmes africaines s'est passé, ça fait longtemps, via Bioneria, via ta fondation. Et j'ai vu passer quelques nouvelles actualités ces derniers temps qui touchent l'Amérique du Sud. On n'opère pas qu'en Afrique, on opère en Amérique du Sud aussi. Voilà. Donc ça, je le savais pas. Enfin, je le savais moins. J'avais rencontré virtuellement Karim, dont on va peut-être un petit peu parler. Mais qu'est-ce qui se passe actuellement? Parce qu'il m'a semblé qu'il y a eu un événement assez important là. Oui, alors, Bioneria est représenté par deux explorateurs, de très courageux aventuriers, un sur mer et un sur terre. Celui sur mer, c'est Erwan Tibouméry. Erwan Tibouméry, grand monsieur, vraiment un grand monsieur, qui a porté les couleurs de Bioneria pour la première fois sur la route du Rhum. Il a fait quelque chose d'extraordinaire. Et ensuite, il va continuer d'ailleurs, salut. Et il y a Karim Amri. Voilà, ça se finit en riz dans les deux cas, Erwan Tibouméry et Karim Amri, pour se rappeler. Karim Amri est un explorateur, un aventurier, mais aussi un biologiste, tout ce qu'il y a de plus sérieux. C'est une sorte de mix entre Cousteau et Steve Irwin, quoi. Alors, accessoirement, il s'est fait mordre un certain nombre de fois par des bébêtes venimeuses. Il a failli mourir d'un choc anaphylactique quand un monstre Gila l'a mordu sur scène. Ce qui était assez marrant, c'est qu'il était en train de former des pompiers à ce moment-là. Donc, il était en train de former des pompiers à comment réagir en cas de morsure. Et pile à ce moment-là, il se fait mordre, donc ça lui a sauvé la vie. Et Karim avait lancé une grande expédition à laquelle Bioneria a participé, qui était donc, il a pris un énorme camion du surplus militaire, un camion Ster, et il devait parcourir toute l'Amérique du Sud avec. Il a commencé son périple. Évidemment, les confinements l'ont empêché de le poursuivre jusqu'au bout, mais il en a profité pour identifier des terres que nous pourrions sanctuariser. Puisque, et tu vois, ça revient avec cette séquestration, cette politique de l'abus de pouvoir, parce que vraiment, chaque abus de pouvoir a une sorte d'ADN différent. On a des abus de pouvoir qui étaient la ségrégation. On a des abus de pouvoir qui étaient l'apartheid. L'ADN de l'abus de pouvoir en Suisse, c'est la séquestration.
on séquestre l'or des Juifs, on séquestre l'eau du Sahel, on séquestre les moyens de production du peuple peul et on séquestre l'argent qu'on leur doit. Et la séquestration des terres, ça va avec. Si tu veux. Quand on arrive en disant ces terres sont les nôtres et on peut les raser, on peut les détruire, tu as une région au Brésil, notamment l'Acre. J'avais fait une conférence de charité avec plusieurs grands chamans, notamment un pagé. Un pagé, c'est un chaman, c'est un maître spirituel, quoi. Et donc, il y avait notamment Benki, il y avait un représentant des Ashaninka, et j'avais fait ces conférences de charité, et il frappait du poing sur la table. Il disait, dans la région de l'Acre, on a un chaman qui a été assassiné par des trafiquants d'or. Oui, parce qu'on a les trafiquants d'or qui versent du mercure dans les fleuves pour récupérer l'or, et puis on a les trafiquants d'or en col blanc et avec une cravate Hermès qui piquent l'or des dents en or des victimes des camps de concentration et qui n'en rendent que 4%. Bon, ça, c'est tout le spectre du trafic d'or qui peut exister dans le monde. Les salopards qui tuent les chamans d'Amazonie et les salopards qui remplissent leurs coffres avec de l'or ramassé des dents en or. Eh bien, aux mains propres, comme tu disais. Voilà, des criminels aux mains propres, exactement. Des criminels qui ont le droit pour eux, des criminels qui sont en col blanc et qui roulent en Ferrari, absolument. Des criminels qui parfois finissent grand avocat, procureur, que sais-je. Les Panama Papers ont aussi démontré tout un tas de situations de connivence et de terrorisme financier en Suisse sur lesquelles on ne peut pas fermer les yeux. Quoi qu'il en soit, la réponse à la séquestration des terres, c'est la sanctuarisation des terres. C'est-à-dire remettre les terres en les mains des peuples qui y sont. On les sanctuarise, et là, bah oui, évidemment, c'est des peuples pour lesquels la propriété privée des terres n'existe pas. Et le problème, c'est qu'on est bien obligé de leur donner cette propriété privée. Donc, il faut des actes cadastraux qui disent ces terres sont à la garde des peuples premiers qui les habitent et qui en tirent leur subsistance. Donc, avec Karim, on est en train de repérer des terres en priorité. Alors, toute l'idée, parce que c'est pas ça qui manque en réalité, des terres à sanctuariser, mais c'est juste que nous, on a peu de moyens pour la Fondation Bioniria. On n'est pas une fondation riche. Il y a des fondations qui ont des centaines de milliards disponibles par les dons, etc. Mais nous, on n'a pas du tout des moyens à cette hauteur. Donc, on doit prioriser impérativement. Et notre atout, c'est d'avoir des gens comme Karim qui peuvent être là et qui peuvent repérer des terres pour les sanctuariser. Donc, on va annoncer une levée de fonds avec notre partenaire Wild Immersion et qui est voilà donc Adrien Moisson qui est spécialiste des levées de fonds pour sanctuariser des terres, et Adrien Moisson nous aide donc à faire une levée de fonds pour protéger ces terres. La sanctuarisation, c'est la réponse à la séquestration. Super. Est-ce que nous, à notre moyen, enfin en tout cas moi, par les newsletters, la communauté, etc., je peux donner des liens vers la fondation, vers cette levée de fonds, etc.? Bien sûr, on transmettra les liens donc pour ce fundraiser pour sanctuariser des terres. Donc c'est dans la province de Mission en Argentine. Super. Après, on s'intéressera aussi beaucoup au Brésil, comme tu le sais. J'ai eu l'honneur de faire une cérémonie de l'ayahuasca, et ça aussi, ça m'a aidé à développer mon courage. Que la cérémonie de l'ayahuasca, ça développe surtout le courage. Et c'est parce que j'ai fait cette cérémonie que je peux aujourd'hui m'opposer aux abus de pouvoir, à la corruption, aux faux dans les titres qui sont déployés par certains représentants du pouvoir judiciaire suisse. C'est parce que j'ai une force qu'ils n'ont pas, que du haut de leur confort et de l'autorité du pays le plus riche d'Europe, eh bien, ils ne peuvent pas avoir. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris auprès des chamans d'Amazonie. Et donc, on va aussi, après avoir sanctuarisé les terres à Mission, on va sanctuariser des terres au Brésil, bien entendu. Notamment avec Coffee Pixel, on voudrait travailler là-dessus. Tiens, une autre chose dont tu peux parler à ta communauté, ce sont les extraordinaires travaux du professeur Carlos Nobré. Nobré, donc j'ai eu la chance de le rencontrer à une conférence que j'ai donnée au Brésil. C'est à cette conférence, après cette conférence, que j'ai été invité à une initiation de l'ayahuasca. Et Carlos Nobré donc faisait cette conférence à São Paulo sur son projet qui s'appelle Amazonia 4.0. 4.0, c'est en référence aux vagues de révolution industrielle.
Et donc, les travaux de Carlos Nobré consistent à dire qu'en fait, tu sais, tu connais ce slogan, si la nature était une banque, ça fait longtemps qu'on l'aurait sauvée. Carlos Nobré dit, très bien, faisons de la nature une banque. Faisons de la nature une banque. Faisons de la nature même mieux qu'une banque. Faisons de la nature un moyen de production. On va montrer que les écosystèmes, au lieu de raser les écosystèmes pour planter du soja, on va montrer, on est biologiste, que la nature produit mieux et que les écosystèmes tels qu'ils sont produisent mieux que raser tout et faire du soja. Donc moi, Carlos Nobré, je vais faire une preuve manifeste de ce que les écosystèmes sains peuvent produire beaucoup plus de richesses que les écosystèmes détruits. Et donc, quand les gens verront sur le plan comptable qu'un écosystème sain vaut infiniment plus d'argent qu'un écosystème mort, ils ne toucheront plus aux écosystèmes. Et donc, ça, c'est un effort remarquable. Et il veut déployer notamment des écodômes pour que les Indiens puissent séquencer génétiquement les espèces rares des écosystèmes et que ces séquençages leur appartiennent. Parce que, tu vois, il y a tout un tas du piratage génétique, il y en a. Des gens qui exploitent des séquences ADN qui ne leur appartiennent pas et qui les ont. Enfin, c'est pas piratage, c'est piraterie. C'est-à-dire piraterie. Piratage, c'est encore un autre truc. Piraterie, c'est vraiment tu attrapes quelque chose qui ne t'appartient pas. Et il y a des compagnies qui font ça. Donc, alors malheureusement, je ne vais pas m'accabler l'abus de pouvoir en Suisse. Malheureusement, certaines sont suisses, mais bon. Quoi qu'il en soit, cet effort de l'Amazonia 4.0 doit être diffusé. Donc, je t'encourage à parler du professeur Carlos Nobré, dont les travaux sont exceptionnels et qui présente une troisième voie pour préserver l'Amazonie tout en augmentant la production de richesses. Génial. C'est pour ça, c'est pour cette philosophie-là, finalement, hein, des écosystèmes qu'on s'est engagés tous les deux auprès de Coffee Pixel et qu'on va continuer à faire. Parce que Coffee Pixel ne peut exister que si le café n'est pas traité, puisque voilà, comme c'est la cerise, on ne peut consommer du Coffee Pixel que si et seulement si le café n'a subi aucun traitement de pesticides, et si et seulement si il a été cultivé dans un écosystème sain. Et ça, c'est vraiment l'avenir, que chaque consommateur se dise ce que je consomme ne peut exister que si un écosystème sain est derrière lui. Ce que je consomme ne peut pas exister sans l'écosystème sain qui l'engendre. Et créer un label où les gens ne consommeraient plus que ce t-shirt, que les rideaux à côté de moi, que soit, et même donc évidemment notre bouffe, et en fait toute la pyramide de Maslow, pareil pour les maisons, pareil toute la pyramide, ne puisse exister que si les écosystèmes sains existent. Ça changerait le monde. Ça serait une initiative qui aurait des conséquences énormes. C'est pour ça qu'on croit en Coffee Pixel, mais on va continuer à s'investir dans cette voie-là. On termine cette interview avec quelque chose peut-être un petit peu plus léger, mais tu as parlé de courage, et le courage, il peut prendre différentes formes. Ouais. Tu nous as pondu un truc, là, il y a peu de temps. T'es adorable. Non, mais c'est vrai parce que, en fait, les gens, ils se rendent pas compte de ce que c'est. Ils disent, ouais, c'est un joli livre, quoi. C'est un joli livre, etc., de la poésie, etc. Mais vous savez, je pense qu'on est tous, dans notre parcours de vie, notre cheminement, au bout d'un moment, on arrive sans doute à 60, 65 ans, avec une certaine forme de sagesse, et on couche sur papier. Alors, ils ont tous fait ça. Einstein, Schrödinger, ils ont tous couché comment je vois la vie. Très grand poète, Schrödinger. Comment? Très grand poète, Schrödinger. Ah ouais, c'est le professeur Carlo Ossola du Collège de France, que j'aime beaucoup et à qui je dédie certains de mes poèmes. Ouais. Carlo Ossola, que j'avais rencontré, qui a lu certains des tout premiers poèmes dans les années 2009-2010. Les premiers poèmes, c'est lui qui m'a encouragé, c'est grâce à lui que ce livre existe. Et donc Carlo Ossola a dit qu'il avait lu les poèmes de Schrödinger et qu'il avait été bouleversé. C'est quand même Carlo Ossola, c'est quand même un dentologue. Il occupe la chaire de littérature comparée de l'Europe néo-latine. Et bon, c'est un type, pour l'impressionner littérairement, il faut quand même se lever très tôt, quoi. Et Schrödinger l'a impressionné sur le plan littéraire. Je pense que s'il t'a encouragé, c'est qu'il était aussi impressionné. Et je ne fais pas la prétention de le dire, parce que c'est quand même un type qui tutoie des prix Nobel, mais en tout cas, il m'a encouragé. Tu nous as donc livré une perspective, enfin une porte d'entrée vers ce qui est de plus intime, à mon avis, chez toi. Et ça en est presque émouvant, en fait, quand on le lit, pour te le dire sincèrement.
Et j'ai adoré. Du début à la fin, j'ai adoré. Alors, il faut Ah, s'accrocher parce que c'est à ton niveau. Donc, c'est-à-dire, chaque page, il y a beaucoup de choses. C'est très dense. Moi, ça me fait remplir 2 carnets de notes quand même. putain. Il va falloir que je relise, comme tous les grands livres, hein. Mais C'est quel poème que tu as préféré alors? comment? C'est quel poème que tu as préféré? Ah, punaise, je ne saurais pas te dire. Parce que je l'ai fini Moi, quand même il y a un moment. en général, ce que je recommande, c'est Grand Sorcellerie, le premier, Hmm. dont le nom vient de ce que Baudelaire avait dit, hein, pratiquer savamment une langue, c'est pratiquer une sorte de manier savamment une langue, c'est pratiquer une sorte de sorcellerie évocatoire. Et donc, le premier poème s'appelle Grand Sorcellerie. Et il y en a un autre que j'aime bien, qui est le Ghazal au Khidr. Donc, le Ghazal, c'est un genre de poésie pré-islamique dans lequel on chante un amour qui n'est pas forcément réciproque, un amour platonique. Et ça viendrait du mot gazelle, la mort d'une gazelle qui représente la fragilité. Et Al-Khidr, ça devrait être un modèle pour tous les coachs, puisque c'est le prophète qui connaît la différence entre le bien et le mal. Il y a une sourate du Coran où Moïse le rencontre et ne comprend rien à ce qu'il fait, parce qu'il a l'air de faire le mal alors qu'il fait le bien, il a l'air parfois de faire le bien alors qu'il fait, enfin pas le mal, mais à chaque fois qu'il fait le bien, il a l'air de faire le mal. Et, euh, et donc j'ai consacré un poème à ce prophète qui s'appelle le Ghazal au Khidr. Mais dans l'ensemble, les inspirations, c'est T.S. Eliot, hein, donc le Ouais, Westland, les beaucoup quatre cité. quatuors. Et pendant ma cérémonie de l'ayahuasca, ce sont des vers de T.S. Eliot qui m'ont aidé. Parce que T.S. Eliot a écrit, ça lui a valu le prix Nobel de littérature, il a écrit, tu sais, le temps passé et le temps futur, ce qui a eu lieu et ce qui aurait pu avoir lieu, pointent vers une seule fin qui est toujours présente. Et ça lui a permis d'exorciser tous ses regrets, parce qu'Eliot était un personnage plein de regrets. Hmm. Et ça, exorciser les regrets, pour lui, c'était dire ce qui a eu lieu et ce qui aurait pu avoir lieu pointe vers une seule fin qui est éternellement présente. Le temps n'existe pas. Et quand on est sous ayahuasca, on est aussi assailli de regrets. Et une des façons de les transcender, c'est de méditer sur ce poème de T.S. Eliot. Ce qui a eu lieu et ce qui aurait pu avoir lieu pointe vers une seule fin qui est toujours présente. C'est rigolo, cette vraiment cette notion de toujours présente, parce que c'est ce que tu as mis. Enfin, il y a une phrase qui est toujours présente en haut de toutes les pages, justement, et qui nous rappelle un petit peu qui est. Voilà. Donc, les amis, si vous pensiez que le domaine dans lequel Idriss excellait, c'était les neurosciences ou c'était la géopolitique, non, non, non. C'est la poésie. C'est la poésie. Je pense qu'à la fin de ma vie, on se souviendra plutôt de moi pour les mathématiques. Je pense que avoir résolu Syracuse, et ce n'est qu'une question de temps avant que la preuve soit admise et inévitable, je pense que ça, c'est la raison pour laquelle on se souviendra de moi. Moins peut-être que mes poèmes, mais je serais ravi que ce soit pour mes poèmes. En tout cas, que je t'ai déjà dit, hein, si tu deviens président, pense à moi pour le ministère des Sports. Ah Je serai- bah, tu sais, en plus, les sports et Léo Lagrange, hein, en voilà. France, ça, j'aimerais qu'on en parle, hein, parce que tu vois, la boxe, ce qui pourrait être fait dans les banlieues, comment le sport pourrait ramener la cohésion en France, c'est un ministère stratégique, le sport. Ouais, Je bien crois que sûr. c'est. On créera Mais des pôles qui ressembleront dans la forme, pas dans le fond, mais dans la forme à Molenbeek, qui seront de l'acupuncture urbaine, mais avec du ouais, sport. l'acupuncture sportive, effectivement, mais tu Ouais. regardes parmi mes boxeurs préférés, Sonny Liston, Floyd Patterson et Mike Tyson, qui finissent tous en on. Mais bon, t'en as aussi comme Mohamed Ali, mais qui est très connu, mais c'est cette triade des boxeurs en on, là, donc Liston, Patterson et Tyson, ben, dans les trois cas, ce sont d'ex-tolards qui s'en sont sortis par le sport. Et dans les trois cas, c'est un coach. Alors dans le cas de Liston, en plus, c'était un prêtre. C'était un prêtre catholique. C'est vraiment à la Jean Valjean, quoi. Qui le sort de prison et qui lui dit tu dois boxer. Et Liston, bon voilà, c'est le plus terrifiant des boxeurs de tous les temps, de tous les temps. Il y avait marqué bonne nuit sur chacun de ses points, Liston. Hein. Et donc, comme je te le disais en off là, avant qu'on commence cette interview, il a quand même fait sauter 17 dents à un mec sur un jab du gauche alors qu'il était droitier. Le jab étant, pour les non-boxeurs, le coup de poing le moins puissant de l'arsenal d'un boxeur. Donc, c'est des histoires de vie qui pourraient être répliquées, qui pourraient donner. Tiens, par exemple, j'ai interviewé
et je m'en excuse d'ailleurs, j'aurais voulu sortir cette interview beaucoup plus tôt, mais j'ai pas eu le temps au départ et puis j'attendais la rentrée aussi. J'ai interviewé le vice-maire d'une commune grecque qui s'appelle Markopoulos, qui est à côté de l'aéroport d'Athènes. C'est un peu comme l'équivalent de Tremblay en France ou du Bourget. Et ce vice-maire est un ancien boxeur professionnel. Il a été coach, très bon boxeur. Je l'ai vu boxer, c'est fou. Wow. Et aujourd'hui, il fait tourner sa ville d'une main de maître. Il a inauguré 2 stations de traitement des déchets. Il est allé, il arrive en scooter, le mec, avec son gilet jaune et tout. Il va réveiller les mecs le matin pour leur faire de la boxe à 6 heures. Et ensuite, ils vont collecter les ordures. Et il a fait trier leurs déchets à tous les représentants de sa commune. C'est ça, c'est des gars comme ça. On se rend pas compte du service qu'ils peuvent rendre à la société. Des gars comme ça, ils peuvent vraiment t'économiser des millions à la collectivité parce que c'est des gens qui n'iront pas en prison. C'est des gens qui n'iront pas voler, qui n'iront pas cogner, qui n'iront pas facile sur le ring, qui n'iront pas causer du tort à la société grâce à ces gens-là. C'est ce que tu disais, l'acupuncture urbaine. Donc, ça, c'est quelque chose, c'est un vrai sujet. Ouais. Ouais, bah, je serais content qu'on fasse une vidéo à part sur justement les vertus du sport, même si tu viens de les énumérer, mais c'est vrai qu'elle, non seulement c'est pas. Ouais, être coach de boxe, parce que tu as peut-être vu un peu comment Lomachenko s'entraîne. Ouais. Il a une méthode très scientifique. Il met des chiffres sur le mur et ensuite il doit mettre sa main sur le bon chiffre. Tu vois, tac, tac, 1, 7, etc. Et Lomachenko, il dit qu'il est high-tech. Il dit je suis high-tech. C'est vrai, il est high-tech, il a des temps de réaction complètement dingues qu'il a développé, qu'il s'est entraîné pour les avoir. Et il a un positionnement, parce que la boxe, comme tu le sais, c'est l'art du positionnement. C'est pas du tout l'art de cogner. C'est l'art du positionnement. Et c'est pour ça que la boxe en MMA est incontournable. C'est impossible de faire du MMA sans avoir fait de la boxe. Il y a des arts martiaux qui peuvent être ignorés dans le MMA, mais la boxe, c'est pas possible. Et ces techniques-là, tu vois, les enseigner en banlieue, ou même Cus D'Amato, tu vois, l'entraîneur de Mike Tyson. Cus D'Amato qui disait à Mike, la peur c'est comme un feu, elle peut cuire ton repas ou elle peut chauffer ta maison, mais si elle sort de la cheminée, elle va tout brûler. Et ben, ça, c'est des choses qu'il faudrait dire en banlieue. C'est avoir des Cus D'Amato en banlieue, ce serait un cadeau à faire. Moi, aller avec mon pote et camarade Pierre-Yves Rougeron, créer des instituts en banlieue à la Cus D'Amato qui élèverait, tu sais, c'est comme ça que Thierry Marx s'est élevé. Il ne faut pas croire qu'en banlieue, tu as que des basanés comme moi. Tu as Thierry Marx qui était banlieusard, qui a appris le judo. Aïkido ou judo? Pardon? C'était plutôt l'aïkido qu'il était. Si ma mémoire est bonne, je crois que c'est le judo. Mais si tu doutes, il faudra vérifier. Mais si ma mémoire est bonne, c'est le judo. J'ai eu l'honneur de faire un TEDx avec lui et je crois me rappeler que c'était le judo. Mais faudra vérifier. Et donc ensuite, tu connais son histoire. Il est déployé au Liban comme soldat et il est blessé gravement, très gravement. Il a une expérience de mort rapprochée, quoi. Et sa mère reçoit un avis de décès daté du 1er avril. C'est énorme l'histoire de Thierry Marx. Et il est donc déchargé et l'armée lui paye des cours de cuisine. Et il devient un cuisinier exceptionnel. Et ce que j'aime bien avec Thierry Marx, c'est qu'il te fait des réinterprétations de plats populaires. Ouais. Par exemple, il te fait un hareng pomme à l'huile. Tu sais, le fameux hareng pomme à l'huile de OSS 117. Il dit le plus grand bien de hareng pomme à l'huile. Et comment est votre blanquette? La blanquette est bonne. Et cette idée de prendre un plat populaire et de l'élever, c'est un bon symbole. On pourrait faire une société du hareng pomme à l'huile. On pourrait faire la guilde du hareng pomme à l'huile. Les chevaliers du hareng pomme à l'huile. Parce que le hareng pomme à l'huile de Thierry Marx, c'est prendre un plat populaire et en faire un plat étoilé servi à des Émiratis plein aux as au mandarin oriental. Eh bien, faire pareil en banlieue. Tu vois, le diamant brut, c'est ce que Cus D'Amato a vu en Mike Tyson, qui était un repris de justice, qui était un délinquant juvénile. Mais Cus D'Amato, il a vu en lui un diamant brut. Et c'est d'ailleurs quand il est mort et quand son héritier, qui était Kevin Rooney,
a été licencié parce que Mike Tyson s'est fait bouffer le cerveau par un salopard de première catégorie qui est Don King. Et quand il a licencié l'héritier de Rooney, Mike Tyson n'a fait que chuter. Et maintenant, c'est un grand sage précisément parce qu'il a survécu à sa propre bêtise. Et Cus D'Amato avait aussi donc repéré 40 ans plus tôt Floyd Patterson. Floyd Patterson, qui est double champion du monde des poids lourds, qui va se faire laminer par Sonny Liston malgré tout. D'ailleurs, Cus D'Amato lui avait toujours dit n'affronte jamais Sonny Liston, par pitié, n'affronte pas Sonny Liston. Mais même le président Kennedy avait éhonté Floyd Patterson en lui disant qu'il ne pouvait pas éternellement éviter Sonny Liston. Il a pris son courage à deux mains, il l'a affronté à la régulière sur le ring, il s'est fait dégommer au premier round à chaque fois, mais il a eu le courage d'y aller face à un type qui pouvait faire sauter 17 dents à un boxeur professionnel d'un seul jab du gauche, avec protège-dents et gants bien entendu. C'était courageux de sa part. Donc tu vois, si un jour on arrive à planter comme ça des aiguilles d'acupuncture urbaine dans les banlieues françaises, à mon avis, on n'aura pas perdu notre temps. Ok, le rendez-vous avec l'avenir est pris. On va œuvrer dans ce sens-là en tout cas. Là, on avait I pour Idriss, mais... Ouais, alors I, c'est pour... En fait, ouais. le titre, ça a été une discussion avec l'éditrice, honnêtement. Le titre original de ce projet de recueil, qui m'a pris donc c'est 2006-2020, 14 ans, mais en fait, j'ai fini d'écrire les poèmes, les titres des poèmes en 2017, ouais. Mais j'ai continué à l'éditer jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il sorte. Donc, c'est 14 ans de travail. Et le titre de ce qu'on appelle un working title, quand tu prépares un film ou un projet, tu peux sortir un titre dont tu sais que ce ne sera pas le vrai titre, mais il te faut bien un titre parce qu'il faut bien progresser sur le projet. Et le titre initial, c'était « Se al suo desire », qui veut dire « soit à son désir ». C'est un vers de Dante. C'est un vers de la Divine Comédie, perché appressando se al suo desire nostro intelletto si profonda tanto che dietro la memoria non può ire. Et ces vers de Dante dans le paradis m'ont beaucoup inspiré. Et c'est al suo desire, c'est un vers qu'on peut méditer de plein de façons différentes. Et j'en ai fait l'introduction du poème Grand Sorcellerie, qui est un hadith, donc une tradition prophétique musulmane, qui dit « Je veux, tu veux, n'adviendra que ce que je veux, mais si tu veux ce que je veux, tu auras tout ce que tu veux. » C'est une très belle méditation. Donc « je veux » avec un grand J, c'est Dieu qui parle. « Tu veux » avec un petit T, c'est l'humain. N'adviendra que ce que je veux, c'est Dieu qui parle. Mais si tu veux ce que je veux, tu auras tout ce que tu veux. Et c'est pareil pour se al suo desire, se mettre soi au désir le plus grand, qui est celui de Dieu. Et j'ai trouvé un beau parallèle entre ces deux thèmes. Donc c'était censé être le titre du recueil. Mais du coup, finalement, c'est le titre d'un seul poème, qui s'appelle Se al suo desire. Et mon éditrice, Victor Lebrun, des maisons de Victor Lebrun, m'a fait plusieurs propositions et j'ai trouvé que celui-là était très bien parce que I, c'est le nombre imaginaire. Donc I, c'est le nombre imaginaire. Et comme je l'ai expliqué dans la conférence I puissance I peut être interprété comme un nombre réel. Techniquement, c'est un 2 réel, c'est pas un nombre réel, c'est une collection infinie de nombres réels. Mais le nombre I est un nombre très intéressant. Donc il est défini en mathématiques comme racine carrée de moins 1. Le nombre tel que si on le met au carré, ça fait moins 1. Et ça peut vouloir dire aussi, bien sûr, Idriss, le I de Idriss. Ça peut vouloir dire aussi I, tu vois, je en anglais. Donc on peut, et puis bien sûr le mot imaginaire, parce que c'est le nombre imaginaire, donc c'est le nombre I, mais la lettre I venait du fait qu'il représentait le mot imaginaire. Donc on le voit, même le livre, j'ai participé à la maquette, évidemment. Et donc, c'est une fente, tu vois, c'est une incision dans l'ombre. Et à travers cette incision, tu vois un paysage. Et le point du I, c'est la constellation des Gémeaux, parce que je suis Gémeaux. Donc, tu as cette incision dans l'obscurité qui révèle de l'or. Et c'est vraiment l'idée de ce livre. C'est un très, très bel objet.
Donc, c'est rigolo, je disais I pour Idriss, je savais très bien qu'il y avait une autre histoire derrière, mais si on prend tes initiales, par contre, IA, ça fait intelligence artificielle. Ouais, je crois que c'était un troll de mon père, honnêtement. Parce qu'il était super dans l'intelligence artificielle. Je crois que c'était un troll de lui. Peut-être. Mais bon, c'est aussi le sujet de ton prochain bouquin. Oui, absolument. Donc, mon prochain bouquin, Vous êtes plus intelligent que les machines. Il ne faut pas juger un livre à sa couverture systématiquement, même si pour le i, tu vois, c'est ce que tu as dit, les gens le jugent peut-être à la couverture, c'est un très beau livre, mais est-ce que ce qu'il y a dedans est à la hauteur? Et mes essais, j'ai toujours voulu qu'ils soient accessibles. Ce livre, il n'est pas forcément facile d'accès, on est d'accord. Ce sont des poèmes, en plus, ce que j'ai appelé des wastelands, ça vient des poèmes de T.S. Eliot, le wasteland, et j'ai voulu faire une forme avec ces poèmes. Ça, c'est ma grande nouveauté. C'est ce que j'ai fait dans ma thèse de littérature. J'ai dit que de la même façon qu'il y a des sonnets, qu'il y a des ballades, je pense que le wasteland peut être vu comme une forme et que on pourrait donc écrire des wastelands. Est-ce que c'est ce que j'ai essayé de faire? Mais tu vois, c'est technique. Mes essais, je veux qu'ils aient des éléments techniques et originaux. Beaucoup de gens croient que je suis un vulgarisateur, mais c'est pas vrai. Je suis un essayiste. Je veux écrire des choses qui n'ont jamais été écrites. C'est le sujet même de ma chaîne. Ma chaîne n'est pas une chaîne de vulgarisation, c'est une chaîne d'essais. Je présente des choses dans ma chaîne qui, pour certaines d'entre elles, n'ont jamais été dites et qui doivent être originales, qui ne doivent pas présenter les travaux d'autres personnes, ce que je fais parfois aussi. Mais essentiellement, je présente des essais originaux dans ma chaîne. Et ce livre, donc dont le titre de travail est Vous êtes plus intelligent que les machines, tu vois, le titre peut sembler aguicheur ou racoleur. C'est-à-dire, je vais vous montrer que vous êtes intelligent. Et beaucoup d'élitistes trouveraient ça démagogue, ce qui n'est pas du tout le cas. Mais dans ce livre, je livre des réflexions originales sur l'intelligence artificielle, sur ses conséquences. C'est pour ça que je mets un titre facile, Vous êtes plus intelligent que les machines, mais le sous-titre, c'est Essai sur l'intelligence artificielle et la noétisation de la société. Et la noétisation, c'est un mot que j'ai inventé Ah pour oui? dire mécanisation de l'intelligence. On peut dire la mécanisation de la société, c'est un mot qui a été inventé aussi pendant la révolution industrielle. Et la mécanisation de la société a eu des conséquences majeures. Ça a fondé le marxisme. Le marxisme naît par l'observation des conséquences sociales de la mécanisation de la société. Charles de Gaulle, dans son appel du 18 juin, donne une énorme importance, et il a raison, à la force mécanique. Il dit nous avons été battus par une force mécanique. Il aura été, même s'il a été très éloquent, il aura été moins éloquent que Rokossovski, qui est un de mes héros, le maréchal Konstantin Rokossovski, plus grand maréchal soviétique devant Joukov, qui dira l'armée allemande est une machine et toute machine peut se casser. Ça, c'est vraiment, tu vois. Mais ce que De Gaulle voulait montrer déjà quand il disait mécanisation, c'était la défaite n'est pas finale. C'est juste parce qu'ils étaient mieux mécanisés que nous, ce qui était vrai. Donc, la mécanisation de la société a eu un impact majeur et elle a fait l'histoire. Eh bien, la noétisation, qui est la machine à penser, la machine à intelligence, qui est donc l'intelligence artificielle. Le fait d'avoir des roues et un moteur partout dans nos sociétés a eu un impact majeur. Le fait d'avoir un moteur intellectuel qui sera l'intelligence artificielle partout dans nos sociétés, ce qui n'est pas encore le cas. On a à peine Siri, on a à peine Alexa, etc. Mais le fait demain d'avoir un moteur dans nos sociétés va avoir un impact majeur. Et cet impact, eh bien, il n'est pas du tout anticipé. Et c'est là-dessus que j'ai voulu me concentrer. Là où tous les écrivains en intelligence artificielle aujourd'hui parlent des méthodes, parlent du deep learning, parlent qui sont que du rebranding. Moi, je me concentre sur le pourquoi. Donc, ce livre, Vous êtes plus intelligent que les machines, se concentrera sur le pourquoi de l'intelligence artificielle, jusqu'où elle peut nous emmener et quel danger, bien sûr, elle peut représenter si nous ne savons pas la maîtriser. Super. Donc, il sortira au mois de mars chez Robert Laffont et ce sera mon prochain grand essai. Génial. Déjà, hâte de lire ça, et c'est tellement important d'avoir le pourquoi, d'avoir une philosophie derrière ces actes, et que ces outils-là, on sache vraiment s'en servir comme une force, et pas qu'ils nous contrôlent justement d'une manière ou d'une autre. Donc, super, c'est une belle actualité. Bon, Idriss, il y a de la matière dans cette vidéo. Je pense que tout le monde va pouvoir piocher à droite, à gauche des formes d'engagement, puis de l'information, et puis des références aussi à aller creuser, notamment auprès des boxeurs, mais ce serait intéressant qu'on prenne du temps une autre fois, pourquoi pas, de parler du sport. Un grand merci pour tout, pour tout, pour tout.
Rendez-vous très vite, j'espère, quelque part en vrai déjà, pas en écran interposé. Et puis, prends soin de toi, cher ami. Là, on va travailler ensemble, comme tu le sais. Et j'aime énormément ce que tu fais. Je pense que ta chaîne est excellente. J'ai rencontré dernièrement un grand maître d'hypnose qui faisait aussi de l'hormèse et des immersions. On a fait une conf ensemble à, à l'APM au Puy du Fou. Et je lui ai parlé de tes travaux. Je lui ai dit d'aller regarder ta chaîne. Et je pense qu'on va pouvoir faire de très grandes choses ensemble. Super, j'ai déjà hâte. Un grand merci encore. Donc, merci à toi. Voilà les grands sujets de cette interview. Le I, mon livre de poésie et de théorie. Vous êtes plus intelligent que les machines. Mon prochain essai sur l'intelligence artificielle qui m'a pris 3 ans à écrire. Ce sera un gros livre. J'ai mis beaucoup de travail dedans. Pas autant, bien sûr, que le I qui m'a pris 14 ans. Mais surtout, au nom du mouvement du 22 septembre, boycottez Nestlé, ne laissez pas faire l'abus de pouvoir, résistez à la séquestration arbitraire, comme il a fallu résister à celle de l'or, à celle de l'eau, résister au fait que la Suisse puisse, que le gouvernement de la Confédération helvétique puisse essayer d'échapper à l'argent qu'il doit à un peuple menacé, et bien sûr donc boycotter Nestlé au nom du mouvement du 22 septembre. Il est temps de s'engager pour la dignité des plus faibles. Merci Idriss. C'est exactement ça. On va citer Kaamelott. C'est exactement ça. La dignité des faibles. Là, on ne rigole plus. Je prends pas la parole pour défendre mon CV là quand j'ai republié tous mes diplômes, même si évidemment tous les haters refusent de le dire. Là, c'est pas pour ça. Là, c'est les faibles. C'est les faibles. Moi, je peux résister au coup sans problème. Je suis le francophone qui résiste le mieux au coup. Mais là, on parle d'un peuple menacé, fragilisé par le terrorisme, par la désertification, par le coronavirus, et qui a été lâchement attaqué par de l'abus de pouvoir et des faux dans les titres suisses. C'est grave. C'est très grave. Et nous devons faire bloc, être solidaires pour soutenir ces courageuses femmes peules qui, en créant le mouvement du 22 septembre, se sont donné les moyens de résister face à un Goliath du terrorisme financier. À nous de jouer. À nous de jouer.